de l'Académie congolaise des sciences pour les jeunes. Je suis le représentant de la ministre supérieure et universitaire. Mais à vos titres et qualités, tout protocole respecté, c'est un grand honneur pour l'Académie congolaise des sciences seniors que je représente ici, d'assister à cette activité de l'Académie des sciences pour les jeunes. Une académie des sciences regroupe le meilleur cerveau d'un pays. Pourquoi une académie des sciences? Les académies des sciences dans notre pays, c'est quelque chose de très récent. L'Académie des sciences est là pour conseiller le gouvernement, pour donner des avis au gouvernement, puisque eux, ils décident, ils n'ont pas les... Et comme la présidente a dit, les académies de notre pays sont pluridisciplinaires, et qui suppose que l'approche à un problème prend en tous les aspects de la vie. L'Académie congolaise senior, par exemple, est composée de l'Académie des lettres et des arts. Donc tout ça sont ensemble pour résoudre les problèmes de notre pays. Il y a un problème qui se pose, celui de Mpox, la variole de la singe. Mais qui peut éclairer la société que les académiciens? Les académies ne sont pas politiques, les académies sont apolitiques. Et il est important que l'Académie donne son point de vue pour un problème comme celui-là. Et je suis fier et content de voir que l'Académie des sciences pour les jeunes, ce programme pour ce matin. Ce que je dois dire à la jeunesse aujourd'hui, faites un effort de joindre les académies, surtout l'Académie des sciences pour les jeunes, les étudiants. C'est un honneur unique. Si vous allez quelque part, vous dites, je suis membre de l'Académie des sciences, on vous respecte. Faites un effort de bien travailler. Pour être membre, élu membre d'une académie, évidemment, il faut être un grand chercheur, mais aussi avoir des qualités morales. On ne peut pas avoir un académicien qui est voleur ou menteur. Donc, les académies des sciences regroupent le meilleur cerveau de votre pays. Pour ce, je vous souhaite une très bonne matinée et j'espère que nous sortirons tous ici avec des informations précises sur le Mpox. Je vous remercie. Merci, professeur. Lorsque les jeunes vont très vite, les aînés connaissent les raccourcis. Votre présence parmi nous témoigne l'intérêt. Merci beaucoup. Nous allons inviter le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Mutombo, pour un mot d'instance. Merci. Mesdames et messieurs, à vos qualités et titres respectifs, tout protocole est respecté. C'est un honneur de représenter son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement universitaire, qui est empêchée pour des raisons d'État. À ce moment, elle est en présentiel au Conseil des ministres. Chers scientifiques, l'évaluation d'un pays, c'est aussi faire un regard dans son passé. Notre pays aujourd'hui, confronté à une maladie appelée variole de singe ou Mpox, fait aujourd'hui appel à des scientifiques pour réfléchir. Mais de par le passé, est-ce que notre pays, avec ses dignes fils, ces braves scientifiques ont déjà résolu des problèmes pareils? Oui. Et dans cette salle, d'une manière spirituelle, je vois notre recteur qui est en route, il est tenté de venir. Et par-dessus, je vois le professeur Jean-Marie plutôt Mouyembe, étant des Congolais, des scientifiques, et par circuit venant de l'université de Kinshasa, oui, avec la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, cette association nous invite et pose une question qui est cruciale. Que pensent les scientifiques de cette maladie? Mais les scientifiques ne peuvent que réfléchir, proposer des pistes de solutions et mettre en valeur ce qu'on appelle la recherche-action. C'est-à-dire, nous sommes dans les laboratoires, nous réfléchissons et nous, la communauté, pour résoudre réellement les problèmes. Cela étant, Son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, tient
à ce que ce genre d'initiative soit multiplié. Que c'est sursaut d'orgueil de sauter sur n'importe quel problème pour voir dans quelle mesure nous, Congolais, dans les cantons, les nôtres, nous pouvons apporter des solutions les plus idoines possibles. Chers organisateurs, chers étudiants, nous comptons plus sur vous. Comme l'a dit la présidente, il est impossible, pour ne pas dire difficile, de vaincre cette maladie. Nous sommes dans nos bureaux, si nous restons dans nos maisons, mais plutôt la sensibilisation compte plus. La vraie barrière à cette maladie qu'on appelle Mpox, c'est la sensibilisation, comme je viens de le dire, et une éducation qui se rapporte aux faits et gestes, comme nous avons connu par le passé les gestes barrières. Cela étant, au nom de son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, je vous souhaite une très bonne conférence, mais aussi que les résolutions qui sortiront d'ici puissent être plus pratiques et qu'elles soient vulgarisées de par la société. Je dis et je vous remercie. Merci, professeur Mutombo. Merci à son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, pour avoir fait honneur à notre académie en nous envoyant son représentant. Et vous trouvez vous-même l'intérêt que le monde scientifique accorde à cette thématique. Chers participants, nous avons la première partie sur le mot d'ouverture. Le recteur, quand il sera présent, on la parole pour un petit mot de circonstance. Pour gagner du temps, nous allons passer à la partie scientifique. Il faut lier l'utile à l'agréable. Nous avons des éminents orateurs pour ce matin. Déjà, nous commencerons par le professeur Vivi qui va nous présenter une bonne partie de ses travaux avec une thématique très importante. Je présenterai au fur et à mesure chaque orateur avant qu'il passe. Et donc, pour l'instant, professeur Mutombo, vous pouvez reprendre la place. Merci. Nous allons laisser la place à l'oratrice, à la première oratrice du jour, le professeur Vivi Makenta, qui est professeur à l'Université de Kinshasa, faculté de médecine, département de médecine tropicale, qui est très engagée dans l'ASJ et elle va rapidement nous présenter ce qu'elle a prévu de dire ce matin. La logistique. Merci beaucoup et bienvenue à vous tous. Voilà, nous allons parler du monkeypox et nous allons parler du Mpox et on va faire une petite historique, parler de la découverte, faire une petite historique et voilà, parler un peu de l'épidémie parce que je sais qu'il y a le professeur Aouka, entre autres, qui est là et qui ira des détails très pratiques. Donc moi, c'est juste pour que vous ayez une vue d'ensemble et que vous puissiez vous situer dans le temps par rapport à l'apparition et comment évolue la maladie dans le temps. Donc voilà. Vous pouvez passer. Donc, toujours nécessaire, hein, il y a un sujet d'actualité de savoir. Ah, okay, merci. Donc, le Mpox, c'est une zoonose, comme on appelle, une maladie qui normalement est retrouvée chez les animaux et elle est causée par le virus du monkeypox qui est un orthopoxvirus. Et elle a été isolée chez plusieurs rongeurs et des animaux non primates. Le réservoir animal principal, jusque-là, est encore inconnu. Et bien qu'on parle
qu'on parlait de monkeypox, les humains et les singes ne seraient que des hôtes accidentels. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, on ne parle plus de monkeypox, mais on parle de mpox parce qu'on s'est rendu compte que... Nous présentons nos excuses. Comme nous avions annoncé que Monsieur le recteur était en train d'arriver et qu'à son arrivée, on lui donnerait la parole. Nous allons respecter le protocole. Et donc, nous invitons le recteur de l'Université Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaïmbé, à dire un mot à l'occasion de cette conférence sur Mpox, que disent les scientifiques, organisée par l'Académie des sciences pour les jeunes de la RDC. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'entrée de jeu présenter toutes mes excuses parce que interrompre une conférence et une lancée qui a commencé, c'est interrompre l'envol. Je ne suis pas en train de parler de l'envol comme parti politique, mais je pense à l'envol plutôt de la nation et de l'Université de Kinshasa. Mes sincères félicitations à l'Académie des sciences des jeunes de la République démocratique du Congo. Je remercie particulièrement le professeur Taba Kaloulou de la COS, celle des anciens, qui vient parrainer et accompagner la première activité de cette Académie jeune de la République démocratique du Congo. C'est un grand événement, évidemment, et je salue de manière particulière la présence de la jeunesse estudiantine, celle sans laquelle une activité de jeunes n'en est pas réellement une. Et je n'oublierai pas de manière tout à fait particulière les professeurs qui s'occupent des maladies transmissibles dans notre pays, mais qui s'occupent aussi de toutes ces épidémies émergentes et réémergentes, le professeur Aouka et la professeure Vivi Maketa, qui viennent animer cette matinée. J'aurais bien voulu, moi aussi, apprendre sur le monkeypox, mais je demande au vice-président de l'association de m'envoyer ne fût-ce que les diapositives qui auront été présentées. Je pense que je peux encore lire et comprendre un petit peu de quoi il s'est agi au courant de la matinée. Encore une fois, je vous représente mes excuses et vous souhaite une matinée d'écoute scientifique importante, surtout que Mpox est aujourd'hui un problème réel d'actualité, et sortez de cette salle en vous constituant vous-même en disciple pour la bonne sensibilisation et la diffusion des messages réels au-delà de ce que les réseaux sociaux savent faire. Et ce qu'ils savent le mieux faire, les réseaux sociaux, c'est d'accorder la parole aux faibles d'esprit. On les appelle en termes clairs aux imbéciles qui ne connaissent rien sur rien, mais qui veulent absolument porter l'étendard d'eux. Donc, vous serez de véritables dispensateurs de messages réels dès lors que vous aurez été formés correctement. Je vous remercie tous et vous prie de m'excuser parce que j'ai d'autres occupations. Je ne dis pas qu'elles sont plus importantes que celles-ci, mais elles doivent être accomplies également. Merci beaucoup. Remettons la parole au professeur Vivi pour poursuivre la conférence. Merci. Donc, comme je disais, maintenant on parle de Mpox plutôt que de monkeypox, parce qu'on pense que les singes et les humains les singes ne seraient que des hôtes accidentels.
Donc voilà, la transmission, on a parlé d'une zoonose. Donc la transmission, au départ, c'est de l'animal à humain, parce que le réservoir est essentiellement animal, bien que, comme je l'ai dit, on ne connaît pas le réservoir principal. Et il peut avoir lieu lors d'expositions non invasives, comme lors de la chasse, quand on est en contact avec un animal, quand on le touche, ou quand on a un animal, par exemple un rongeur, et qu'on nettoie sa cage alors qu'il est infecté. Elle peut aussi avoir lieu lors de la morsure ou d'une égratignure par un animal infecté. Et là, évidemment, le risque de contracter la maladie est plus grand. Mais il se fait que la maladie aussi peut se transmettre d'homme à homme par les sécrétions respiratoires. Transmission verticale, c'est de la mère à l'enfant. Et il y a au moins 4 cas qui ont été mis en évidence de femmes enceintes dans les épidémies de 2001 à 2007. Et ces 4 cas-là, il y a une femme qui a eu son enfant de manière normale, 2 qui ont connu des avortements et 1 qui a eu un mort-né. Donc même la transmission verticale, ça dépend du moment où la femme a été infectée et aussi de la clade qui était en cause. Et pour l'épidémie 2021, si je ne me trompe pas, voilà, il y avait au moins 12 femmes enceintes qui ont été recensées, qui étaient infectées par le Mpox, mais qui ont eu leurs enfants sans problème. Donc, vous voyez que même la transmission, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Ça peut se faire aussi par contact percutané, contact indirect avec des objets infectés, mais là aussi, ça dépend de beaucoup de variables. Alors, la découverte du Mpox, comme on a dit, on parlait au départ du monkeypox, c'est parce que ça a été découvert au départ chez des singes au Danemark. Donc, des singes qui venaient de Singapour et qui étaient au Danemark dès 1958. Et ensuite, la décennie qui a suivi, il y a eu quelques cas de Mpox, monkeypox à l'époque, qui ont été mis en évidence aux États-Unis, mais toujours chez des singes encore. Le premier cas humain a été mis en évidence en RDC, chez un garçon, un jeune petit, c'est un bébé de 9 mois. Donc voilà, et juste pour info, c'était le seul de sa famille qui n'avait pas reçu le vaccin de la variole. Et donc voilà. Et ensuite, il y a eu plusieurs épidémies qui ont été signalées, entre autres, donc voilà, de 1970 en 1980. Donc, il y a eu plusieurs cas qui ont été mis en évidence. En 1970, il y en a eu au moins 59 en Afrique centrale et à l'Est. Et juste pour info, en 1980, il y a eu éradication et arrêt de la vaccination contre la variole. Je parle de cela parce que, comme j'ai dit précédemment, le premier cas, c'était un cas qui a été découvert en 1970 chez un enfant de 9 mois, mais c'était le seul de sa famille qui n'avait pas été vacciné contre la variole. Le fait d'être vacciné contre la variole confère une certaine protection qui n'est pas totale, mais qui peut s'avérer être efficace. On pense qu'il y a comme un effet de protection croisée. Alors, de 2000 à 2015, il y a eu quelques épidémies en RDC, avec plusieurs cas confirmés dans la période de 2007 en 2005. Mais juste pour faire une comparaison, par rapport aux épidémies, parce qu'il y a eu plusieurs épidémies, donc si on comparait celle de 81 à 86 à celle de 2006 à 2007, il y a eu une multiplication par 10 des nombres de cas, et ça prouve déjà en suffisance que dans notre pays, c'est un problème qui ne date pas de hier ou d'avant-hier. Donc voilà, maintenant, le rapport de 2022 a déclaré, selon le rapport de l'OMS de 2022, il y a plusieurs pays africains qui sont cités là, qui ont été déclarés, qui ont été considérés comme des pays endémiques, mais la RDC encore
est le pays où on a eu le plus grand nombre de cas, donc jusque-là, et donc voilà, et de morts. Mais il faut savoir, parce qu'il y avait au moins plus de 1200 cas et 58 morts, mais le problème qu'il faut savoir avec des chiffres pareils, c'est qu'il y a un grand gap entre les cas confirmés et les cas suspects. Et ça, c'est parce que la plupart des cas sont en milieu rural, dans des zones qui sont très difficiles d'accès, dans les zones où parfois le diagnostic ne peut pas être ne peut pas être fait de manière efficace. Donc ça, c'est à cause de la logistique. Il y a un gap énorme entre les données qu'il y a et les vrais problèmes sur le terrain. Alors, pour parler de l'Afrique, si on peut aller un peu voir quels seraient les facteurs de propagation de la maladie, il y a déjà l'abandon de la vaccination, il y a déjà eu un impact considérable. Déjà, je vous ai dit, hein, donc entre l'épidémie de 80, c'est 2006-2007, il y avait déjà une multiplication par 20 de nombre de cas. Et justement, cet abandon-là, ça a eu un impact de la vaccination contre la variole, que justement, ça a conduit à une baisse de l'immunité, alors que les personnes qui sont vaccinées contre la variole, bien que ce n'est pas à 100%, mais celles qui sont protégées, elles le sont pendant même plus de 25 ans. Donc, vous voyez que ça a un impact. Et juste par rapport au vaccin qui a été arrêté depuis 1980, j'imagine la plupart de ceux qui sont là n'ont pas été vaccinés, ils sont au-delà de 1980, parce que ceux qui, nous, de notre époque, savoir la différence entre ceux qui étaient nés avant et après 80, on regardait ici au niveau de l'épaule, et ceux qui avaient le vaccin de la variole, on savait que c'était les avant série 8 et que ceux qui étaient après. Donc voilà, ça c'est juste de manière. Donc voilà. Donc un des autres facteurs aussi, c'est le fait que l'homme, comme on a dit, c'est une zoonose, et l'homme, par rapport à ses habitudes, par rapport au fait qu'il doit s'alimenter, surtout dans les zones forestières, lorsqu'il va faire de la chasse ou qu'il va abattre la viande, qu'il va chercher les animaux de brousse, il y a l'augmentation du contact entre l'homme et l'être humain, et ça, c'est un risque pour augmenter, donc c'est un risque par rapport aux zoonoses, parce que comme on a dit, le réservoir est animal, et aussi avec l'urbanisation généralisée et empiètement des zones forestières, il y a un déséquilibre, donc une perturbation par rapport à l'habitat naturel des animaux qui peuvent être réservoirs du virus et augmentation du contact avec l'être humain. Et ça aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles de plus en plus on a des cas. Donc voilà. Attendez, j'ai un problème avec ça. Et aussi, il faut prendre en compte le fait qu'il y a eu dès le départ une sorte de négligence, parce qu'on parle de épidémie de 1980, épidémie de 2000, épidémie, mais ce n'est qu'en 2022 que l'OMS a estimé que c'était il fallait en faire un problème mondial. Donc, et aussi le fait que les infrastructures au niveau local, là je parle de la RDC en particulier parce que c'est le pays aussi qui a le plus gros tribut de la maladie, donc le fait que les infrastructures de santé, les moyens de diagnostic ne sont pas toujours accessibles, que même les personnes qui souffrent, ça c'est un problème qui peut emmener à la propagation, parce que si ce n'est pas diagnostiqué, c'est difficile que ce soit pris en considération. Et ça a emmené aussi un manque de recherche, parce que, de recherche et de ressources pour contrôler la maladie. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, dès le départ, on aurait pu faire une prise de charge qui n'a pas été. Alors, en dehors de l'Afrique, en 2003 déjà, donc on avait parlé des singes au Danemark, on avait parlé de la découverte du virus au Danemark chez des singes,
Mais par rapport à l'être humain, c'est en 2003 qu'on a mis en évidence, donc il y avait 71 cas humains qui ont été signalés aux États-Unis. Et ces cas-là, ils étaient liés justement au contact entre des chiens de prairie. Les chiens de prairie, ce sont les rongeurs que vous voyez sur cette image. Ce ne sont pas des chiens-chiens, comme on entend les chiens, ce sont des rongeurs comme on les voit, qui avaient été en contact avec des rongeurs africains. Donc, on peut penser que, voilà, il y a eu la transmission, c'est faite à ce niveau-là. Et en 2018, entre 2018 et 2021, et de ces cas-là, il y en avait 4 qui venaient de pays endémiques. Donc, quand je parle des pays endémiques, c'est toute la liste des pays qu'on avait cités, le Bénin, le Gabon, évidemment la RDC dedans, le Sud-Soudan, voilà, toute la liste qu'il y avait tout à l'heure. Et en 2021, il y a eu 2 cas qui ont été diagnostiqués aux USA et eux, ils revenaient du Nigeria. Donc voilà. Alors, donc comme je dis, entre 2020, maintenant en dehors de l'Afrique, ok, je continue en attendant. Okay. En dehors de l'Afrique, il y a eu, donc voilà, donc il y a eu mise en évidence des cas entre 2003 et 2022, en dehors de l'Afrique, on vient d'en parler tout à l'heure, et directement, il y a eu un intérêt international par rapport à cette maladie. Parce que jusque-là, tant que c'était assez circonscrit, l'intérêt n'était pas aussi grand que lorsqu'il y a eu le risque de propagation au niveau mondial dans les pays occidentaux. Et la plupart des premiers cas en Europe, parce qu'on a parlé de la Grande-Bretagne, on a parlé des États-Unis, et la plupart des premiers cas en Grande-Bretagne, eux, ils étaient liés à la participation à un événement national, les fameux Pride, les Pride, les Gay Pride, voilà. Et c'était sur une île espagnole, et c'est à partir de là qu'il y a eu propagation au niveau européen. Mais ensuite, les infections ont continué à être acquises localement. Donc voilà, Mpox est déclaré une santé publique en 2022. Et ça, c'est à cause justement de ce qu'on a dit, cette propagation à l'extérieur dans des pays qui au départ n'étaient pas endémiques. Et il y a eu plus de 78 000 cas dans plus de 100 pays. Et la transmission interhumaine a maintenant joué un grand rôle. C'est une zoonose au départ, mais de plus en plus maintenant, la transmission se fait de manière interhumaine. Et ça, c'est un grand problème. Et les caractéristiques épidémiologiques qui étaient, ont vraiment été bouleversées. Donc voilà, et par rapport aux facteurs de propagation, ici maintenant je parle au niveau mondial. Donc il y a les changements climatiques qui affectent les réservoirs des humains, des animaux, mais aussi les comportements humains. S'il y a des perturbations au niveau de l'écosystème. Ah, merci. Merci. Au niveau de l'écosystème, donc de plus en plus, avec les dérèglements climatiques, les animaux vont se déplacer vers des zones plus fraîches. Il y a modification des interactions entre les espèces et aussi avec ce que ça a comme impact sur les précipitations, la disponibilité des ressources alimentaires pousse les animaux à s'approcher de plus en plus des zones urbaines parce que dans leur milieu naturel, à cause justement de tous ces dérèglements, il n'y a plus autant de disponibilité en eau. Et aussi, il y a ce problème de saisonnalité parce que la transmission du Mpox dans des régions déterminées peut aussi varier en fonction des saisons. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en compte, à l'esprit, parce que ça a une implication sur la surveillance et sur la prévention. Parce que prendre en charge, c'est quelque chose, mais surveiller et prévoir de manière à limiter la propagation, c'est ça que nous devons toujours avoir en tête. Et c'est pour ça que toutes ces, entre autres, autant d'actions qui sont mises en œuvre
Et justement, cette surveillance épidémiologique qui doit se faire doit intégrer, et ça c'est au niveau mondial, les données climatiques. Et si on peut utiliser des modèles pour prédire les risques à zone élevée, ça peut avoir un impact pour essayer d'avoir une surveillance plus importante au niveau de ces niveaux, de ces régions-là, et aussi de renforcer les infrastructures de santé dans les zones vulnérables. Parce que comme on a dit, par exemple, chez nous, avec le problème qu'on a de logistique par rapport à l'accessibilité des populations en elles-mêmes, mais aussi l'accès au diagnostic, voilà, ça fait que c'est difficile de circonscrire certaines épidémies. Et ça, c'est essentiel pour développer des stratégies de santé publique. Je sais que le prof Aouka va parler probablement des vaccins et des autres mesures, donc je n'avais pas voulu aller au-delà de ça. Et je vous remercie. Merci, professeur, pour l'exposé brillant. Donc, vous pouvez reprendre place. On va essayer de l'aller vite. Nous avons une présentation très brève, mais qui va se passer en ligne. On va la faire passer rapidement parce qu'on risque d'avoir des soucis de logistique. Donc, vous pouvez laisser passer le docteur Camille, qui va parler très rapidement depuis Paris. Comme ça, après, on enchaîne avec le professeur Aouka. Donc, on va projeter sa présentation et elle parle depuis la France. Bonjour à Vous toutes et savez, la tous. technologie permet de rapprocher le monde. Et nous la remercions très vivement d'avoir accepté, malgré le retard, de rester en ligne pour accepter de présenter cet exposé qui devait passer déjà depuis avec le décalage horaire. Vraiment, docteur Camille, toutes nos excuses. Aucun souci. Bonjour, Vous est-ce que avez vous la parole. m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Ceux qui sont à distance, On vous vous suit. entend. On vous suit 5 sur 5. C'est super. Eh ben, On vous merci suit 5 beaucoup. sur 5. Bonjour à toutes et tous. Ok. Merci de m'avoir conviée aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis médecin spécialiste en maladies infectieuses et épidémiologiste. Et j'ai fait ma thèse d'épidémiologie à l'Institut Pasteur à Paris avec l'Institut Pasteur de Bangui en République centrafricaine sur le monkeypox. Donc aujourd'hui, on m'a demandé surtout de parler des aspects One Health. Donc on va parler de ça. Alors, ça me suit. Voilà, bon. En premier, je vais juste rappeler ce que c'est l'approche One Health, revenir un tout petit peu sur le monkeypox, même si la précédente présentatrice a très bien décrit la maladie, et puis vous parler un tout petit peu de ce qu'on a développé comme approche One Health du monkeypox en République centrafricaine. Vous me dites si ça fonctionne, hein? C'est bon? Vous m'entendez toujours? Nous qui sommes à distance, vous entendons très bien. Oui. Je pense que c'est Nous vous entendons très bien. 5 sur 5. 5 sur 5. D'accord, ben je continue. Donc, l'approche Il One Health. faut s'assurer que la salle vous écoute. Hein? Nous ne sommes pas encore compris. Alors, excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Bon, je continue. J'espère que la salle Nous m'entend. sommes en ligne. Camille, Oui. Pour Camille, on ne t'entend pas dans la salle. Si tu peux attendre quelques minutes, s'il te plaît. Ah, d'accord, pardon. Je croyais que ça marchait. Ok. Ouais, en ligne, on te suit, mais dans la salle, ils ne t'entendent pas. Je recommence, j'essaye. Est-ce que vous m'entendez?
vidéo. Désolée, je vous laisse me dire si vous m'entendez à nouveau. Oui, ça va, ça va. C'est bon? Merci pour ceux qui sont en ligne, mais on va essayer d'avoir la salle aussi. Voilà. Alors, il y a la solution qui est en train de se trouver. Je vois la présidente, il d'attendre un peu, il se connecte avec son appareil et pour passer l'audio par ligne. Merci. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez avancer avec la présentation, docteur. Très bien, merci beaucoup. Donc, je reprends. Merci à vous pour l'invitation. Donc, moi, je suis Camille Beson, je suis médecin infectiologue et docteur en épidémiologie. J'ai fait ma thèse sur le monkeypox en République centrafricaine, avec notamment cette approche One Health. Donc, ce que je vais juste une diapo sur l'approche One Health pour qu'on resitue un peu ce que c'est. Parler et reprendre un peu sur le monkeypox, les différentes facettes, même si la précédente présentatrice a fait un travail conséquent. Et puis, vous parler un petit peu des différentes approches qu'on a pu mettre en place en République centrafricaine sur le monkeypox avec cette approche One Health. Donc, l'approche One Health, juste pour resituer, c'est donc cette approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine, de la santé animale et de la santé des écosystèmes. C'est important hein, parce que avant les années 2000, en fait, on ne travaillait pas avec cette approche One Health, ou en tout cas, on ne l'écrivait pas comme ça. Et ça permet la reconnaissance des interdépendances et des interconnexions entre tous les compartiments du vivant. C'est-à-dire que la santé d'un animal, la santé d'un système, elle est liée à notre santé. Et donc, pour préserver notre santé, il faut s'occuper de ces différents autres compartiments. Donc ça, c'est important et on va le déployer avec un exemple. Donc le monkeypox, on en a parlé un petit peu, ça vient d'une famille d'Orthopox viridés où il y a d'autres zoonotiques, donc transmissibles des animaux aux humains. Peut-être juste montrer qu'il y a ces deux clades qu'on connaissait auparavant, et ça s'est un peu complexifié, le clade 1 en Afrique centrale et le clade 2 en Afrique de l'Ouest. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux clades, on se demande s'ils ont un seul réservoir animal ou justement si c'est deux réservoirs animaux, parce qu'il y a des barrières entre la répartition de ces deux clades, hein, des barrières naturelles
que sont la River Cross et la Sanaga River au Cameroun, ainsi que les collines du Cameroun, et puis ce qu'on appelle le Dahomey Gap au Bénin. Donc en fait, ça c'est ce qui peut expliquer aussi qu'il y a 2 clades de virus, parce qu'il y a des moments où les réservoirs se sont dispersés. On en a un petit peu parlé, mais je reviens un peu plus dessus. Donc le premier isolement de ce virus, ça a été en 1958 au Danemark, chez des primates originaires d'Asie. Donc on ne comprend pas encore ce qui s'est passé. On pense que c'est des animaux d'Afrique et d'Asie qui se sont croisés dans ces laboratoires et qui ont contaminé les animaux d'Asie. Ensuite, ce virus, on a du mal à l'isoler dans le milieu naturel. C'est-à-dire que pour l'instant, on a isolé le virus très rarement chez des réservoirs animaux. On pense que le réservoir est un rongeur, notamment du genre Funicurius anerythrus, qui sont donc des petits écureuils arboricoles, on va en reparler tout à l'heure, qui a été isolé le virus, mais aussi chez des Chrysetomis, donc les rats de Gambie, et puis plus récemment en RDC en 2020, le virus a aussi été retrouvé chez des Chrysodura littoralis, donc des petites souris, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, bien sûr, on l'a dit, les primates ne sont pas le réservoir, ils sont plutôt des hôtes accidentels, hein, comme nous les humains. Et on a retrouvé le virus donc, chez un Cercospus satis en Côte d'Ivoire en 2012, et aussi, et ça c'est important d'en parler, chez des fesses de chimpanzés atteints en Côte d'Ivoire en 2020. Là, on revoit les différents virus, les différents animaux chez qui le virus a été isolé et localisation. Donc, effectivement, le monkeypox, c'est une zoonose. Donc, premièrement, il y a une transmission zoonotique à partir d'un réservoir animal, plutôt dans les zones forestières d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Puis, il peut y avoir une transmission interhumaine qui peut aller jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, on va en reparler. Pour revenir sur cette transmission zoonotique, il y a plusieurs modes de transmission qui sont suspectés, même si on n'est pas complètement sûr des modes de transmission. Premièrement, c'est les contacts directs dont on a parlé, hein, avec ces petits rongeurs, plus exactement. Mais quelque chose dont on parle moins souvent, ce sont l'implication des contacts indirects avec le réservoir animal. Par exemple, à travers l'environnement contaminé, est-ce que quand on se baigne dans des eaux où les animaux se sont aussi baignés, est-ce qu'il y a une transmission? Dans cet article-là, Patronoéol, en 2020 en RDC, parlait du potentiel transmission par des restes alimentaires, c'est-à-dire quand un animal a léché des fruits, si derrière un humain mange ces fruits sans le savoir, est-ce qu'il peut y avoir une contamination? Et puis aussi par l'intermédiaire de vecteurs, car c'est la même étude qui avait identifié le virus sur les fesses de chimpanzés atteints et qui a retrouvé le virus chez les mouches qui mangeaient sur ces fesses. Donc voilà, c'est plutôt des questions qui s'ouvrent autour de cette transmission zoonotique. Pour la transmission interhumaine, je ne vais pas en parler parce que ça a déjà été évoqué. Pour la maladie, non plus, hein, vous avez compris, il y a différentes formes et différentes gravités en fonction du clade, mais aussi en fonction de l'âge, en fonction du statut pour le VIH et en fonction des capacités de prise en charge médicale. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais surtout vous parler plus de ces aspects zoonotiques et écologiques. Donc ça, c'est un travail qui a été fait il y a un petit peu longtemps. C'est ce qu'on appelle définir une niche écologique d'un virus pour étudier la distribution de la maladie. Et on voit qu'il y a ces zones d'Afrique de l'Ouest et ces zones d'Afrique centrale. Ça, c'est une autre étude qui avait été faite également comme ça. Ce qui est peut-être intéressant de noter, donc, c'est que toutes les zones en rose sont susceptibles des cas de Mpox. Et c'est intéressant de noter que la zone du Kivu, qui jusque-là n'était pas particulièrement atteinte, fait partie de cette zone de la niche écologique du virus. Ce qui est aussi important, donc, c'est de savoir qu'il y a, on va dire, dans quelle zone survient préférentiellement ce virus. On s'est rendu compte dans plusieurs études que c'est principalement dans les zones forestières. Vous le voyez ici, hein, il y a une incidence plus importante de la maladie dans les zones forestières, mais aussi dans ce qu'on appelle les zones écotonales, c'est-à-dire à la frontière entre zones forestières et zones agricoles, donc dans des environnements qu'on peut dire dégradés ou des forêts secondaires. Et ça, c'est intéressant, hein, je reviens un peu dans les archives, c'est des articles qui ont été écrits par un spécialiste de la maladie, Monsieur Kodakevich, qui était médecin à l'OMS dans les années 80, et qui s'est intéressé à l'écologie de la maladie, donc comprendre dans quels environnements la maladie apparaît. Et ce qu'il retient, c'est que vraiment, la maladie est présente dans les zones agricoles et déforestées, où prédomine
ou en clair, tous les animaux sont partis, sauf les rongeurs terrestres, les rongeurs arboricoles et les chauves-souris. Et il se rend compte que, par exemple, plus particulièrement, les zones agricoles et les zones avec des palmiers à huile, de Eleaeis guineensis, sont des zones où prolifèrent ces petits écureuils arboricoles qui sont suspects d'être le réservoir, parce que les fruits de ces arbres les nourrissent et permettent une grande densité de la population. Et cette grande densité de population d'écureuils fait que les humains rentrent plus en compte et donc, potentiellement, sont contaminés. C'est chez les écureuils qu'on a retrouvé une forte séroprévalence, donc prévalence des anticorps contre le virus. Je pense que c'est la même chose. Voilà, il parle de ces environnements, de ces zones agricoles qui sont plutôt le réservoir, les zones où il y aurait le réservoir du virus. Pour revenir sur l'évolution de cette maladie, là on a regardé sa distribution géographique, là on regarde dans un contexte historique. On voit qu'en fait entre 1970 et mai 2022 où il y a eu l'épidémie mondiale, il y avait eu peu de cas suspects, la plupart en République démocratique du Congo. On avait retrouvé une augmentation de l'incidence dans les années 81-86, comme nous a dit la précédente présentatrice, et puis en 2006-2017. Mais ce qui est important de voir, c'est ce graphique à droite où on voit qu'en fait, il y a du nombre de cas depuis les années 90 pour le clade 1 et depuis les années 2000 pour le clade 2. Jusqu'à ce que, en 2017, il y ait l'épidémie du Nigeria, qui est une épidémie qui marquait un vrai changement épidémiologique de la maladie, qui aurait dû nous amener à vraiment nous en occuper, puisque pour la première fois, on était dans des zones un peu différentes, on n'était plus dans les zones complètement forestières, on était dans des zones urbaines, et surtout, il y avait une prédominance d'hommes qui étaient touchés, avec des lésions génitales, et c'est ce qui a donné lieu ensuite à l'exportation de cas humains dans le monde, puis à l'épidémie mondiale de 2022 dont on parlera après. Je ne vais pas parler des cas qu'il y avait eu en 2003 aux États-Unis suite à l'exportation d'animaux, puisque la précédente présentatrice en a parlé. Comment on peut expliquer cette réémergence du Mpox? Quels sont les facteurs en cause? Pourquoi il y a eu des cas dans les années 78, par exemple, puis rien jusque dans les années 2017? On peut parler de l'amélioration de la surveillance, bien sûr, puisque tous les pays ont eu une majoration de la surveillance. On parle effectivement de la baisse de l'immunité croisée des populations, car effectivement, le vaccin contre la variole donnait une protection croisée contre le monkeypox, et on le voit sur cette carte, les zones les plus claires où il y a moins de 20% de la population qui est encore protégée contre la variole. Mais les autres facteurs, c'est bien sûr les changements écologiques et anthropiques, et on va en parler un petit peu, la majoration des interactions entre les humains et les animaux, notamment la conversion des terres agricoles en plantations, la déforestation, qui fait proliférer certains rongeurs, mais aussi l'urbanisation et le stockage alimentaire qui peut faire rentrer en contact. Et puis bien sûr, il y a les conflits armés ou des moments de pauvreté où on a besoin de chercher des sources natives de protéines. Pour l'épidémie du Nigeria, je voulais juste revenir un tout petit peu dessus, sur ces aspects zoonotiques et One Health, puisque dans le cadre de cette épidémie, des chercheurs ont essayé de trouver le réservoir animal dans la zone. On le voit dans cette étude, 240 rongeurs ont été prélevés, et en fait, dans les zones de l'épidémie, et en fait, on se rend compte que on retrouve des anticorps contre les orthopoxvirus en général, mais pas spécifiquement contre le monkeypox, et que des animaux même qui avaient des lésions qui pourraient ressembler, en fait, n'étaient pas positifs pour le monkeypox. Donc, on voit la difficulté pour identifier le réservoir animal, et on va en reparler. Je ne vais pas insister dessus, juste comprendre, ça c'est un papier qui a été fait par des chercheurs sur l'étude des génomes de monkeypox a posteriori. C'est ce qui permet souvent de comprendre à partir de quand le virus a circulé et de quelle façon, est-ce que c'était zoonotique ou interhumain. Et en fait, ils retrouvent que déjà dès 2014, il y avait une circulation du virus de clade 2B qui est parti dans le reste du monde, dans les zones du sud du Nigeria. Donc voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on a toujours du retard avec les épidémies. Juste vous parler en bref de l'épidémie mondiale de 2022 pour aborder les aspects One Health, encore une fois. Donc cette épidémie, elle est partie du Nigeria, elle a touché toutes les communautés, comme nous en a parlé, et notamment la communauté homosexuelle dans l'ensemble du monde. Elle a été à l'occasion d'une urgence, de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale en 2022.
Je ne vais pas revenir sur la présentation, juste se demander si on a mis en place une approche One Health de cette maladie en Europe dans le cadre de cette épidémie. Et effectivement, l'approche One Health, on voit que c'est des fois un peu difficile de la mettre en place. Il y a eu une mention très tardive du risque de rétrozoonose, c'est-à-dire quand un patient humain était atteint, s'il avait un animal domestique de compagnie chez lui, il pouvait lui transmettre la maladie. Et ça, on a mis du temps à le dire aux patients et à préserver les animaux. De plus, il y a le virus qui a circulé dans les eaux usées, donc dans les stations d'épuration à forte dose, et on n'a pas fait forcément d'études sur la faune péridomestique, sur les rongeurs, pour savoir s'ils se contaminaient à partir de ces eaux usées, ce qui était un risque, hein, parce que en Europe et aux États-Unis, il n'y a pas de réservoir animal de monkeypox, et le risque, c'est qu'un réservoir animal pouvait se constituer. Maintenant, je vais vous parler rapidement de l'approche qu'on a menée en République centrafricaine, parce que c'est un exemple d'approche One Health. Il y en a aussi qui sont menées actuellement en République démocratique du Congo avec l'INRB et l'IRD. Donc là, c'était avec l'Institut Pasteur, où on a essayé de mettre en place, vous voyez, ces 5 approches dans la même étude, et c'est ce qui permet de mieux comprendre une maladie dans sa complexité. Donc sur les aspects épidémiologiques, j'ai réalisé cette étude où on a repris les données de la surveillance nationale du monkeypox depuis 2001 jusqu'à 2021, donc avant l'épidémie mondiale, et où on a pu mettre en évidence d'une part une majoration des cas depuis 2018, et d'autre part la localisation des épidémies dans les zones forestières du sud du pays, et notamment dans des zones frontalières avec la République démocratique du Congo, ce qui est aussi important. Dans le cadre de ces investigations d'épidémie, on recherche toujours le réservoir animal, et vous voyez qu'on a prélevé plus de 123 animaux sur 2 épidémies, hein, des rongeurs et d'autres animaux, et que toutes les PCR monkeypox étaient négatives et toutes les sérologies égales, ce qui montre bien cette difficulté pour identifier le réservoir animal. On a du coup tenté une approche un peu différente de zoologie pour comprendre le réservoir animal, avec l'équipe du Muséum d'histoire naturelle, qui a réalisé ce qu'on appelle des comparaisons de niches écologiques. Donc on voit ici, dans le premier dessin, c'est la niche écologique du virus, monkeypox. Et puis ici, on a la niche écologique de différents animaux qui pourraient être le réservoir. Et on voit ici la niche écologique du Funicurius anerythrus, donc le petit écureuil arboricole, qui est la niche qui présente le plus grand chevauchement avec la niche du virus. C'est-à-dire que leurs aires de répartition sont vraiment les plus similaires. Donc c'est encore un argument pour dire que ce serait probablement ce réservoir-là, cet animal qui serait le réservoir. Pour compléter encore, on a fait une étude donc, de virologie et de phylogénie du virus monkeypox. On a repris 10 génomes complets du virus isolés chez des humains entre 2001 et 2018, et on les a étudiés. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande proximité génétique de ces souches avec les souches qui circulent en République démocratique du Congo, ce qui montre qu'il y a une circulation dans les deux pays et la nécessité de travailler ensemble, bien sûr. Est-ce que c'est une circulation transfrontalière d'humains ou est-ce que c'est une circulation d'animaux réservoirs? On ne sait pas pour l'instant. Et puis, autre chose qui a été intéressant, c'est de vous montrer que les périodes de divergence moléculaire entre différents lignages de la maladie correspondent à des périodes de troubles civils et militaires en République centrafricaine et qui peuvent être à l'origine de mouvements de population à l'intérieur du pays ou entre les pays, et puis d'augmentation des interactions entre les humains et la faune. Une autre étude qu'on a menée, et puis après il y aura juste l'anthropologie et je passerai à autre chose, c'est une étude de la saisonnalité du monkeypox en Afrique, parce que précédentes présentatrices en parlaient, mais jusque-là on n'avait pas fait d'études là-dessus. Donc avec mes collègues, on a décidé de répertorier tous les cas humains zoonotiques de monkeypox en Afrique entre 1970 et 2021 dans une revue de la littérature. Ensuite, on a extrait la localisation et les mois de survenue, on a caractérisé les zones avec des profils climatiques et de végétation. Et ça nous a permis de mettre en évidence qu'il y avait effectivement une saisonnalité de la maladie, qu'en contexte équatorial, vous le voyez ici, il y a un démarrage épidémique continu de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a des cas toute l'année, mais on est en contexte équatorial. Par contre, en contexte tropical et notamment tropical nord, il y a une véritable saisonnalité de la maladie, avec des cas qui vont de août à mars, donc c'est-à-dire la fin de la saison des pluies et le début de la saison sèche. On s'est donc demandé quels facteurs pouvaient être impliqués avec cette saisonnalité. Est-ce que c'est en lien
avec certaines activités saisonnières, c'est-à-dire que, par exemple, on va plus à la chasse ou à la pêche et à l'extraction minière dans les moments de saison sèche, ou on va à la collecte de chenilles en fin de saison des pluies, ou est-ce que c'est en lien avec des dynamiques saisonnières des populations de rongeurs? Ces recherches-là de type One Health, elles sont importantes parce qu'elles permettent de faire des hypothèses pour les recherches du réservoir animal, mais aussi pour faire de la prévention saisonnière, c'est-à-dire dire aux populations à la bonne saison, attention au risque de maladie monkeypox. La dernière chose qui a été menée par des collègues de l'Institut Pasteur, c'est une approche anthropologique du monkeypox en République centrafricaine. Ils ont comparé 2 zones qui sont atteintes par le virus, une toute proche de Bangui dans la Lobaye et une dans la Sangam Baéré, qui est à la frontière de la République du Congo et du Cameroun. Et ils ont fait ce qu'on appelle une analyse ethno-écologique. Donc, ils ont demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient qui était en lien avec la maladie. Les gens ont bien montré la majoration d'une consommation de petits rongeurs, hein. D'une part parce qu'il y a une disparition de la grande faune dans les zones comme la Lobaye qui ont été beaucoup déforestées, ou parce que dans les zones de la Sangha, il y a des politiques de conservation qui empêchent la chasse de la grande faune. Et puis, toutes les personnes interrogées parlaient de cette maladie comme un résultat des déclins économiques et moraux des zones suite aux décolonisations, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une difficulté pour discriminer la transmission zoonotique et interhumaine, parce qu'on a du mal à savoir quand est-ce que c'est zoonotique et quand est-ce que c'est interhumain, et puis aussi qu'on a une difficulté d'identifier le réservoir animal comme dans d'autres pays. Juste pour terminer, donc depuis 2023, depuis septembre 2023, en République démocratique du Congo a lieu cette transmission du Mpox en Afrique, dans la zone du Kivu, avec les premières transmissions sexuelles du Mpox. Cet article très intéressant fait par vos collègues ici présents met en évidence donc ce clade 1B et son apparition dans la zone du Kivu et son contexte de transmission interhumaine. Donc ce qui est intéressant, c'est juste de voir pour ces aspects One Health, hein, toujours dans les zones endémiques de RDC, on avait plutôt une prédominance de chasseurs-pêcheurs et d'enfants qui étaient atteints, plutôt par transmission zoonotique, alors que dans ces zones du Kivu, on a plutôt une transmission parmi les travailleurs du sexe et d'autres populations plus urbaines. Donc on voit, il y a une cohabitation de différents modes de transmission. Et puis, pour citer cet article qui sera peut-être rediscuté tout à l'heure de collègues de l'INRB et de l'IRD, et bravo à eux pour ce gros travail, hein, qui a fait une étude génomique de 5 patients atteints du monkeypox entre 2018 et 2024 dans 17 provinces de la RDC, et qui a permis justement de mettre en évidence cette cohabitation de 2 modes de transmission du virus, le clade 1B au Kivu par une transmission interhumaine, et en même temps le clade 1A dans le reste de la RDC, avec la persistance d'une transmission zoonotique. Et on voit, c'est ça qu'on entend par une approche One Health, c'est d'étudier par tous les moyens possibles la santé humaine, mais à la frontière avec la santé animale et la santé des écosystèmes. Et peut-être juste dire que dans le cadre de l'épidémie actuelle en RDC de 2023, il faut qu'on s'interroge et qu'on fasse des recherches sur les risques de rétrozoonose, donc dans des pays préalablement concernés, puisque le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi sont des pays actuellement concernés par l'épidémie et qui ne l'étaient pas avant. Donc il faudrait voir pour faire des prélèvements sur les animaux de ces pays également. Il y a une nécessité de rechercher le virus Mpox dans l'environnement pour questionner cette contamination indirecte. Et puis, il faut adapter la réponse et la sensibilisation à chaque contexte, puisqu'on voit bien qu'il y a des zones où c'est de la transmission zoonotique, d'autres où c'est de la transmission interhumaine. Donc, ce ne sera pas les mêmes choses qui seront mises en évidence. Et puis, s'intéresser, donc là, il y a la situation actuelle d'urgence et de crise qu'il faut absolument traiter et sur laquelle il faut se concentrer, mais il ne faut pas oublier à long terme les facteurs de risque de ces maladies et d'essayer de faire de la prévention primaire des maladies émergentes. Et puis pour terminer, mettre en évidence qu'en fait ça fait 20 ans qu'on essaye de mener ces approches One Health et que malgré tout il persiste des énigmes épidémiologiques, notamment autour du monkeypox, où on se pose encore beaucoup de questions sur cette maladie. Et puis ma dernière diapo, rappeler ce rapport, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce rapport de l'IPBES, plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui est un rapport très important qui est sorti après le Covid et qui fait le lien entre les pandémies et les pertes de biodiversité
et qui demande, pour permettre la prévention des émergences, un changement radical en s'attaquant aux facteurs de risque des émergences, qui sont la déforestation, l'agriculture, le commerce d'animaux, pour vraiment prévenir plusieurs maladies en une fois. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Ben, Kinshasa a coupé les micros, donc on ne peut pas les entendre. Ils sont en train de parler alors que leur micro est coupé. Ça, c'est dommage. Ah oui, il faut le... Il faut que quelqu'un signale au je leur modérateur. demande. Ouais, je leur dis. Peut-être signaler à quelqu'un qui est au place là-bas pour qu'ils activent le micro. Du coup, ils avaient un problème. Mieux pour comprendre bien si la pathologie. Et donc, nous laissons la parole au avocat qui va certainement être adressé à beaucoup de choses à dire, mais les temps ne nous permettra pas cette année. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses que mes confrères et amis ont déjà développées. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, j'ai eu ma
qui doit être susceptible. On parle de la vaccination. On a documenté les anticorps de les virus, mais il n'a pas fait la maladie. Donc, on peut supposer qu'il y a des porteurs. Ça, je voulais juste expliquer l'incubation, parce que voilà, la maladie, l'incubation, c'est entre 5 à 21 jours, et ça va dépendre du mode des contaminations. Si vous avez été mordu par un animal infecté, vous allez trouver les symptômes plus rapidement qu'une personne qui avait seulement grippé. Donc, ça dépend. Et puis, les symptômes ont des simples localisations jusque généralisation, mais avec des attaques multiparales au niveau neurologique. Et on peut évoluer soit en guérissant spontanément, l'immunité est naturelle, soit on peut en mourir. Alors, ça, par exemple, pour montrer aussi que la symptomatologie change ou est différente. Ça, c'est dans les cas, par exemple, en Espagne, où toutes les localisations sont au niveau des organes génitaux. Et chez les personnes qui nous définissent, la maladie prend une autre forme. Une autre forme. En fait, quand une série des personnes en salle de VIH à santé, vous voyez, ça prend des formes très, très bizarres. Par ici, les lésions sont, voilà. Ça, c'est notre forme clinique. Vous voyez, ça atteint les mains, les pieds, les visages, et on définit les formes graves en tenant comme nombre de lésions, les formes sévères, les formes modérées, et on a aussi les formes bénignes où on peut avoir une ou deux éruptions seulement. On a aussi des complications et des complications malheureuses, et des atteintes oculaires qui peuvent évoluer jusqu'au niveau de la cécité. Et il y a aussi des atteintes esthétiques, comme on a vu, et ça, par exemple, on a une dame qu'on a entendu par il y a une forme qui est une kératite au niveau de l'œil. Donc, ça veut dire que la maladie peut être grave. Alors, les personnes à risque, je crois que les personnes à risque, et là, maintenant, vous voyez qu'on a l'épidémie avant 2022, l'épidémie de 2022, et l'épidémie maintenant actuelle qu'on est en train de vivre. Chez nous, avant 2022, c'était des personnes qui étaient exposées à la contact, voilà. Les enfants qui ont moins de 15 ans, et des malnés. En Occident, c'est juste des personnes les homosexuels à ceux qui ont un comportement effectivement avec des partenaires multiples. Alors, ça, c'est important pour les milieux académiques. Éruption cutanée ne veut pas dire import. Il faut exclure la varicelle et la rougeole. Par exemple, nous avons appris qu'en prison, il y a des cas d'imports. Ça, c'est que des cas. Mais au fait, c'est que des cas, des varicelles. Donc, parce que vous voyez, en termes d'études généraux, laquelle est quasi identique, pour les aspects cutanées, les deux, c'est ressemble, donc que les lésions apparaissent davantage alors que la varicelle est mélangée. Mais par exemple, la varicelle, il y a la décompression au niveau de la peau, alors que ça ne l'est pas. Et ça nous donne un résultat des conflits. Donc, ça, c'est quand même important pour son corps. On n'est pas dans une série d'aggravations, tout ça, ça veut dire import. Alors, très rapidement, ça c'est intéressant. Les virus restent cependant longtemps du début des symptômes des régions cutanées et ça reste pendant jusque 2 à 3 semaines après. Ce qui fait que on peut choisir les étudiants comme MSD. Par contre, les IGM apparaissent à la fin d'une incubation qui est effectivement que 2 semaines et bon. Alors, les IGM
on dit que ça reste pendant longtemps, mais ça reste controversé. C'est que quand on a dans des zones endémiques, c'est comme si les gens perdent très rapidement leur anticorps, ce qui peut donner l'idée que les mPOX de certaines maladies, ils ont faire plusieurs fois les tests interdits. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, quand on fait des TPS au niveau, ça c'est en bleu, au niveau de la distance, les sangs n'est pas bon, les championnats parce que la décroissance de la guérison sont dites, alors que les étudiants les lésions restent pendant longtemps, vous comprenez pas que les virus peuvent rester pendant longtemps dans les. Alors, plus rapidement, comme on est dans un milieu. Oh, pardon. Oui. On va mettre ça important pour les gens. Pardon. C'est une partie qui intéresse une bonne partie de ça. On termine par là. Les gens vont vouloir demander comment. On peut répondre tout de même. Alors, les principes, c'est symptomatique, il n'y a pas encore vraiment de traitement avéré, tentative. Les lésions, il ne faut pas les toucher. Parce que vous avez vu, les virus restent pendant longtemps au niveau des lésions. Il faut penser aux infections, comme vous avez vu, les patients avec une immunité présentent des formes relativement graves. Alors, là, je pense que ici, on a quelques candidats, quelques anti-hétéros qu'on utilise, et en Europe, ils utilisent la physiothérapie, comme ici, chez nous, bon, on est vraiment fort psychologiquement. Alors, il faut éviter tout contact avec les personnes qui font sans pour autant les stigmatiser. Le mPOX n'est pas la COVID, le mPOX n'est pas. Donc, c'est vraiment gérable avec les asepties et les équipements légers, pas se mettre en scaphandre pour aller soigner un patient. Finalement, il faut se laver les mains. Alors, pour la vaccination, il y a deux stratégies. Il y a la vaccination théorique pour les personnes à risque qui n'ont pas encore été exposées. Et les personnes à risque, vous comprenez, selon les formes des mPOX, si c'est la forme endémique, ce sont les enfants et les personnes qui sont en contact avec les animaux. Si c'est la personne qui n'est pas enceinte, si c'est la forme en Europe, ce sont les homosexuels. Si c'est la forme sexuelle, nous avons les travailleurs des sexes infectés. Alors, on peut aussi faire une vaccination réactive, c'est-à-dire que vous avez été en contact avec une personne ou une personne infectée. Alors, on peut vous administrer le vaccin dans le cadre 4 jours après les contacts et 14 jours plus tard. On a deux vaccins. Ce sont des vieux vaccins qui avaient été utilisés. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de contrôles sur le vaccin, qui avaient été utilisés pour la variole. Donc, pour qui on a vacciné toute la terre entière, mais on a travaillé pour que ça devienne non efficace. Donc, ce sont les mêmes vaccins qu'on a en Belgique. Donc, il n'y a pas de nouveaux vaccins. Et en termes de traitement, nous avons quelques essais avec les toxinamax. On n'a pas encore on n'a pas encore de résultats probants, mais ce qu'on voit ici, lorsque une personne est mise sous antibiotique et s'il a des moyens pour un antiviral, il évolue relativement bien. Merci. Merci pour ça, pour cette présentation. Nous tenons également vous remercier parce que nous avons pris un peu à élevé. Donc, à quelques jours, 24 heures pour la conférence, vous avez vraiment apporté de l'importance et on voit la qualité avec la conférence. Merci d'avoir été là. Sans plus tarder, on va passer aux orateurs. C'est Jean-Jacques Joël qui est membre de la TCHI et qui va parler d'un aspect très important. Pour parler d'un postdoc, un docteur en sciences sociales qui est de l'Université de Louvain. Il est professeur à l'UFPC. Il est chercheur au Centre ministère de la Recherche. Et donc, il a des analyses dont on n'a pas le temps.
Par contre, comme vous dire l'assistance, quelques minutes pour terminer, c'est le dernier orateur et on prend quelques questions. Donc, je vois la première chose, nous sommes on va encore donner la parole pour quelques minutes parce qu'il va parler de la mise en force face aux rumeurs, méfiance, une contribution des sciences sociales. Il a quand même associé ça à ce qui est empirique et pratique aux recherches, parce que, comme vous savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde est docteur et docteur pour toutes les maladies. Donc, merci beaucoup. Merci donc pour la parole. C'est pour moi un honneur d'intervenir dans un auditoire spécifiquement réservé aux sciences, aux étudiants en biologie, en médecine. Et la question que j'aborde, c'est une question contributive. C'est beaucoup plus une réflexion que les résultats d'une recherche appliquée. Alors, en termes de réflexion, c'est plus un poste face aux rumeurs, méfiance et défiance, un regard des sciences sociales. Pourquoi l'intérêt d'une telle présentation? C'est que la question de la recherche sur tout ce qui est féministe est spécialement, généralement abordée dans un contexte clinique ou dans un contexte spécifiquement de la santé publique et rarement par les chercheurs en sciences sociales. C'est pour ça qu'au sein de notre académie, nous avons émis l'opportunité de réfléchir là-dessus. Alors, d'où me vient l'inspiration? C'est que j'ai, en 2022, participé, et là, je continue, pas directement, mais je suis encore dans l'équipe. J'ai été membre, et je continue comme je disais, j'ai été membre de l'équipe de mon prépa qui est spécialement impliquée dans les recherches en anatomie médicale à l'Université libre de Berlin, à l'Université de Berlin. Alors, c'est dans ce cadre la collaboration avec l'Institut Robert Koch de Berlin et en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale de Hambourg, et évidemment avec l'Université, comment associé dans le cadre d'une recherche que nous faisions auparavant sur Ebola à Nord Kivu et sur les COVID-19 dans la même période. Donc, c'est à partir de cette trajectoire que j'ai pris conscience de l'intérêt de l'analyse de tout ce qui est anthropologie médicale, tout ce qui est sociologie de la santé et surtout tout ce qui est biopolitique, parce que je suis chercheur en sciences sociales et politiques, par rapport aux politiques et stratégies de la santé publique. Alors, la question de la santé publique, spécialement, je n'arrive pas à bien voir. Voilà. Voilà pourquoi les sciences sociales sont telles pour la santé publique. Souvent, c'est absolument en sciences sociales parce que c'est une grande marque dans laquelle il y a plusieurs sciences en réalité autonomes, mais qui ont en commun des cadres de référence collaboratives, spécialement en termes de méthodes de recherche et en termes d'épistémologie du savoir. Alors, la question centrale ici, c'est qu'il y a trois grands cadres de domaines de recherche qui sont intéressants pour
qui est santé, tout ce qui est recherche clinique, tout ce qui est recherche biomédicale. D'abord, l'anthropologie médicale, qui permet d'avoir des interactions entre la médecine et la santé. Et tout ce qui se conçoit dans un cadre clinique s'applique dans un cadre social. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Il y a ensuite la sociologie médicale qui vient en complément. Il y a les droits médicaux en termes des droits des patients, en termes d'éthique médicale normée. Il y a l'éthique de la santé et finalement la biopolitique. Alors, les analyses que j'ai développées spécialement sont de l'ordre de la biopolitique et de l'éthique de la santé. Et les constats étaient dans l'enseignement, dans les facultés des sciences de la santé, dans la faculté de biologie médicale ou encore dans les facultés de médecine, il y a une faible présence de toutes ces approches-là. En conséquence, dans les politiques publiques, que ce soit à l'Institut de santé publique ou à l'INFP, on a trop fait de sensibilité à tout ce qui est département d'anthropologie médicale, par exemple. Les dangers qui se posent, et ça, c'est à partir des recherches que nous avons faites au Nord Kivu, spécialement à Béni, dans la province du Nord Kivu, et à Bounia, mais aussi à Mambasa, dans la province de Lubumbashi, démontrent effectivement des risques liés à l'approche purement médicale. Et à partir des expériences que nous avons, des recherches que nous avons menées en 2021, 2020 et début 2023, nous en sommes effectivement, nous avons décidé par rapport à la commission de l'efficacité des interventions, par rapport aux inbox qui ont circulé dans ces deux zones et qui ont bloqué une réponse efficace. Et ce n'est pas après que toutes les ONG qui étaient intervenantes dans la région ont compris l'utilité d'impliquer des spécialistes en communication et en anthropologie, sociologie médicale. Donc, il y a eu des échecs liés à cette absence-là à Béni et à Bounia. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre les rumeurs autour des virus en général et les cas des forces qui nous concernent aujourd'hui? Et moi, je disais que c'est beaucoup plus ma communication, beaucoup plus une réflexion d'ordre général et pas le résultat d'une recherche appliquée. Mais de manière générale, pour ceux qui s'intéressent déjà aux réseaux sociaux, vous pouvez remarquer que de plus en plus, il y a des vidéos qui circulent sur les forces par rapport à ces nouveaux virus qui fait la lutte dans notre pays. Donc, il y a des sites qu'on peut faire entre, d'un côté, les deux précédents virus qui ont été observés, notamment Ebola et le virus Ebola, pardon, la COVID-19 qui a été émaillé de plusieurs cas de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font état de théories du complot dans un contexte de faible vulgarisation scientifique et où les influenceurs des réseaux sociaux ont remplacé les vrais vulgarisateurs des sciences. Alors, ça crée un vrai problème de société en termes d'analyse des rumeurs et des dans un contexte d'oralité, parce que nous restons des sociétés orales quand même on est dans une université, il y a plus de 50 000 étudiants, ou près de 50 000 étudiants. La société chinoise, la société congolaise reste fondamentalement une société orale. Et donc, l'oralité joue un rôle très fondamental dans la communication. Et les gens lisent rarement les journaux, les gens suivent rarement la bonne information. Et donc, dans un tel contexte de l'oralité sociale, les rumeurs poivronnent, les rumeurs ont une facilité à conséquence. Concrètement, l'expérience d'Ebola démontre, par exemple, des assassinats ciblés des médecins qui se sont observés à Béni, des mises en salle des cités de quarantaine ou encore des malades dans les communautés parce qu'ils avaient une mauvaise information.
Voilà, donc j'ai déjà parlé des cas de l'humain avec et qu'est-ce que ça produit concrètement. Alors, comme il reste trop peu de temps, je vais rapidement aller à l'essentiel et compris. C'est aussi ça le malheur d'être les. Voilà, par rapport à la méfiance et au défi pour le public, par rapport à la méfiance et au défi pour la santé publique, il y a donc un problème par rapport au conflit d'intérêts qui font que dans certaines formes de la communication, au même moment qu'on vous paye comme journaliste, au même moment vous devez donner la bonne réponse. Donc, il y a cet aspect de l'éthique des professions de la communication, mais aussi l'éthique des professions de la santé, dans un contexte grandissant des conflits d'intérêts. La notion des conflits d'intérêts est fondamentale, aussi bien en droit médical qu'en éthique de la santé. Il y a aussi des aspects liés à la vulgarisation et dans un contexte d'empathie, parce que, par exemple, la BI, il y avait tout un concept d'Ebola business, et pour cette forme parlera d'Ebola business dans un contexte où il y a peu d'empathie par rapport à certaines organisations qui ont fait des interventions. Alors, les produits complot parlons aussi dans des eschatologies. C'est quoi l'hypothèse eschatologique? C'est la fin du monde et c'est un discours fondamentalement religieux, mais aussi néo-religieux, et où certains pensent que les ministres participent effectivement à ce Armageddon. Donc, quand il n'y a pas assez de communication, assez public pour une vulgarisation à la base, ça poisonne rapidement dans des gros moyens. La théorie du grand remplacement également est très vécue dans les réseaux sociaux. Évidemment, la théorie de la grande menace contre la démocratie africaine qui ferait peur aux élites occidentales. Et là encore, il y a un travail à faire en tant que politologue, en tant que sociologue, en tant que démographe pour montrer l'évolution des choses depuis 3 siècles. Alors, pour voilà, j'ai malheureusement trop peu de temps. Alors, il y a les concepts fondamentaux qui intéressent mes recherches, c'est le concept de la biopolitique. C'est quoi la biopolitique? La biopolitique, littéralement, c'est la politique de la vie. Et c'est un concept fondamental pour comprendre les interactions entre les scientifiques et les politiques dans la réponse face, par exemple, qui est épidémie ou pandémie. Alors, il y a un premier élément qui est au mesures biopolitiques par rapport à l'État et comment ces mesures sont acceptées parce qu'il y a aussi la légitimité. Et donc, par exemple, si aujourd'hui l'INRB, si cher ou propose au ministère de faire une limitation de la mobilité sociale, il y aura forcément des tensions. Et donc, un acteur politique va faire la balance entre acceptation et légitimité, entre impartir les libertés publiques et nécessité de réguler une vraie menace. Donc, ça, c'est des problèmes récurrents par rapport à. Alors, je préfère ne pas revenir sur les apports de qui ont passé par la meilleure gestion des risques. En conclusion, je propose une intégration renforcée des sciences sociales dans les stratégies de gestion des postes en fonction des contextes anthropologiques divers. Les cas qui vous, par exemple, n'est pas celui de l'Équateur, nous sommes dans des cas différents, un contexte montagneux et conflictuel, un contexte forestier et communautaire. Donc, c'est des aspects, par exemple, à tenir dans formation et sensibilisation, c'est ce que nous faisons déjà ici comme ASG, et implication des chefs religieux et des chefs communautaires. Je vous remercie. Et je vois la pression que vous avez, mais avec raison. Je vois pourquoi vous êtes bien dans la traque, certainement travail dans tout ce qui concerne la réponse, et raconte cette intégration sociale, parce que la région communautaire, c'est quand même un frein pour le développement de ce projet pour le vie santé publique. Nous vous remercions tous. Nous allons passer à une série de rapidement des questions
Les autres questions, ça va être au couloir, on peut continuer à discuter. S'il y a une autre activité dans la salle, et ils sont déjà en retard, ils font des excuses à l'organisation. Et nous disons que les gens qui sont venus aussi pour cette activité, s'ils sont déjà dans la salle, ils restent dans la salle pour continuer. On va prendre des questions pertinentes. Bon, on va commencer là, la première. Bonjour à tous. Je suis Mouka Kamouti Maligori, étudiant en études doctorales au titre vétérinaire. Alors, je pose ma question à la cinquième. J'ai écouté la présidente avait bien souligné que la structure avait l'objectif de donner ou de résoudre les problèmes parce que les politiques n'arrivent pas souvent à réfléchir sur les problèmes qui rognent les pays. Alors, derrière, je vous ai bien suivi et à la fin. Vous avez parlé qu'il y a des réservoirs animaux, mais je suis quand même choqué de voir parmi tous les intervenants, il n'y a même pas de la médecine vétérinaire. Je ne sais pas si actuellement vous parlez des réservoirs animaux, des maladies zoonotiques, vous pensez qu'ils peuvent gérer les maladies zoonotiques et si ce ne sont pas les vétérinaires. Merci. Une très belle question, cher ami, mais je voudrais rappeler votre documentation que ce n'est pas un mépris de la médecine vétérinaire. Tout simplement, organiser une conférence comme celle-ci, ça demande d'abord la disponibilité des orateurs et on ne peut pas dépêcher toute la question au cours d'une conférence. Il y a tellement de choses qu'on a préféré pour cette première, pour quelques orateurs qui étaient disponibles. Le prochainement, lorsque nous ferons d'autres conférences, nous ne manquerons pas d'inviter un prof de vétérinaire et nous avons beaucoup de respect pour ces enseignants. Merci. Je vais aussi ajouter que c'est comme le vice-président l'a dit, c'est pas un mépris, mais nous avons eu aussi la mise en ligne, elle nous a parlé de l'aspect OneHealth, depuis santé. Donc, elle a parlé aussi des aspects contact, elle a parlé de l'aspect animal et aussi de l'aspect humain. Donc, c'est vraiment une affaire de toutes les experts. Donc, l'approche santé, c'est obligatoire. Donc, nous sommes des noms et donc les vétérinaires sont des noms. On va passer à la deuxième. On va aller au fond de la salle. Il est très géant. Il faut lui donner le micro. En carreau. Comme ça, on équipe. Et la dernière question, le prof est là. En ligne, est-ce qu'il y a une question? Oui, merci beaucoup. Je vous présente, je suis un matière qui des victimes, délégué facultaire aussi. Alors, ma question est de savoir, qui sont médecins à la faculté des victimes, qui sont passionnés par la physiopathologie. Alors, est-ce que c'est possible d'essayer de revenir un peu sur la physiopathologie de cette maladie? Parce que c'est très important aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami, pour la pathologie de la pathologie. Mais l'auditoire étant fixe, on ne pourra pas permettre d'expliquer en long et large la physiopathologie. Le prof Aouka, chef de département en biologie médicale, vous pouvez passer à son bureau, approfondir la physiopathologie. Les temps ne vous permettent pas. On fera une question en ligne pour le prof Aouka et le docteur Camille. La question c'est pourquoi on s'intéresse extrêmement aux animaux, à l'environnement, aux musées ou végétaux. Les animaux, avec les juristes, ils diraient qu'ils peuvent quelque part dans l'environnement. C'est un commentaire. Ils sont en ligne. Donc, c'est compris, ça quand on est retour à on est retour au déclarage.
Bon. Notre travail, c'est un travail d'enquêteur. Et lorsqu'on fait quelque chose, on se focalise. Même dans les mondes animaux, on ne va pas chercher tous les animaux. Par exemple, maintenant, on est sur des pistes des écureuils, des beaucoup plus suspects réservoirs que les autres. On se focalise pour avoir les maximums de temps des données. C'est vrai que l'environnement aussi peut être un des facteurs à beaucoup de pistes de recherche, mais les recherches demandent doucement chez les facteurs. Donc, je pense que si il y a des discussions sur un tel réservoir pour notre environnement, on peut traiter une question, et chercher dans la pour ajouter aussi, par rapport à cette personne, c'est que par rapport à la personne qui a posé des questions, c'est qu'il y a des études qui se font effectivement sur l'environnement. Et il y en a une d'ailleurs qui va commencer il n'y a pas, dans pas très longtemps, qui sera menée par le département de l'éducation sur la liste des immobiliers. Donc voilà. Merci beaucoup, cher ami qui a posé la question à lire. Vous avez bien compris la réponse pertinente. Il nous reste plus qu'à l'instant pour cette mobilisation qui commence, qui s'annonçait ici pour nous. Merci à vous tous, merci aux orateurs, particulièrement à tous les intervenants pour la qualité de vos présentations. Ça a été magnifique. Et merci à tous nos autres qui sont venus, surtout pour cette table qui a bien voulu rester jusqu'à la fin de la séance pour témoigner de l'environnement. Merci à toute l'assistance. Nous allons lever pour clôturer la cérémonie par l'année nationale et l'île de l'Université des Missionnaires. La chorale à vous la place. Avant la chorale, ceux qui sont venus pour la deuxième conférence, prière de rester dans la salle pour continuer pour les perturber. Merci.
Si. Après,